Fichier du 9 juin 2026, 13h13. À la seconde où le marteau du juge a retenti, exactement une seconde après la finalisation du divorce, mon ex-mari a gelé tous mes avoirs. Il pensait, probablement que je finirais dans la misère, jeté au caniveau. Mais il n'a jamais imaginé que j'avais passé les 8 dernières années à me préparer méticuleusement pour ce moment précis. Et quand toute la vérité éclatera, il sera trop choqué pour parler. Si vous êtes curieux de connaître mon satisfaisante histoire de vengeance, continuez à suivre. Voici mon récit. Le jugement de divorce pesait lourd dans ma main. Le bord tranchant du papier était une ligne acérée contre ma paume. L'odeur stérile du tribunal de la famille à San Polo se mêlait à l'air climatisé froid du couloir, rendant mon esprit d'une clarté troublante. Ce n'était pas la clarté qui vient après avoir pleuré toutes ses larmes, mais la clarté froide et aiguisée de quelqu'un qui a passé d'innombrables nuits silencieuses à chercher comment aller de l'avant. Mon désormais ex-mari, Estevo Croft, se tenait là avec l'arrogance sculptée d'une statue. Il avait délibérément porté le costume gris anthracite que je détestais. Durant les 8 années de notre mariage, chaque jour où il portait ce costume était une mauvaise journée. Cela signifiait soit une réunion tendue avec sa famille, où il critiquait chacun de mes mots, soit un gala d'affaires, où l'on attendait de moi que je reste derrière lui comme un bel ornement. Silencieux. Il sourit avec dédain, ses lèvres s'étirant en une ligne froide, alors qu'il me regardait avec un mépris total pour ce que nous avions un jour partagé. Ne pense pas une seconde que je t'ai laissé une bouée de sauvetage. Sa voix était basse, mais chaque mot tombait comme une pierre. Je ne répondis pas. Je savais que lorsqu'il parlait ainsi, une action tranchante suivait toujours. Estevan rangea sa copie du jugement dans la poche intérieure de sa veste. Le mouvement était lent et délibéré, comme s'il savourait une petite victoire. Puis, il s'approcha. Son haleine chaude effleura mon visage, mais ses mots étaient de glace. La carte Black commune que tu utilisais a été annulée hier. J'ai fait dissocier ton numéro de téléphone des comptes bancaires et j'ai fermé le compte où je déposais ton allocation mensuelle. Je levai la tête. Je tins le bord des papiers du bout des doigts, la feuille, s'enfonçant dans ma peau. Je fis trembler ma voix juste un peu, comme une femme, dont l'unique gilet de sauvetage venait d'être arraché par un courant furieux. Pourquoi ? Pourquoi ferais-tu ça ? Estevan inclina la tête comme s'il venait d'entendre la question la plus naïvement stupide. Comment ça ? Pourquoi ? Cela signifie qu'à partir de cet instant, tu n'as plus un seul centime à ton nom. J'ai déjà fait changer les serrures du manoir des jardins. J'ai dit à la gouvernante d'emballer quelques-unes de tes affaires et de laisser le carton au concierge. Ah, et à propos de tes parents à la campagne, j'ai entendu dire que la banque n'arrêtait pas de les appeler. Quelque chose à propos de ce prêt qu'ils ont contracté il y a 6 mois pour sauver la start-up technologique désastreuse de ton frère. Chaque mot n'était pas seulement une attaque contre moi, mais un coup calculé sur le point le plus vulnérable de ma famille. Mes parents vivaient d'une petite retraite dans la maison qu'ils avaient passé leur vie à payer. La start-up de mon frère cadet avait implosé, entraînant toute la famille dans une mer de dettes. J'essayais de gérer le problème discrètement depuis des années. Pas seulement par inquiétude pour mes parents, mais parce que je savais que si Estevo sentait ma faiblesse, il la transformerait en nœud coulant autour de mon cou. Il fit un pas en arrière et croisa les bras, son regard parcourant mon visage. Comme s'il regardait quelque chose sur le point de se briser. Je suis juste curieux. Comment vas-tu survivre sans moi ? Dormir sous un pont ? Ou peut-être que vous allez tous vous entasser dans cette maison avant qu'elle ne soit vendue. Aux enchères ? Allez-y, supplie-moi. Peut-être que j'aurai un moment de faiblesse et que je te jetterai quelques pièces pour une chambre dans une pension bon marché. Quelques passants nous regardèrent. Je baissai la tête, mes épaules tremblant, doucement, donnant l'impression que j'étouffais un sanglot. Je savais qu'Estevao savourait cela, ce sentiment de pouvoir. Il était accro à voir les autres s'écraser à ses pieds. Mais il se trompait. Je ne tremblais pas de désespoir. Je tremblais de l'effort herculéen de contenir le rire froid et triomphant qui montait dans ma gorge. 8 ans. Pendant 8 ans en tant que son épouse, j'ai appris à me taire quand on m'accusait, à rester immobile quand on m'interrompait et à sourire quand on m'insultait. Estevao pensait que c'était de la soumission. Non, c'était une reconnaissance de terrain. Je mesurais chacun de ses souffles, documentais ses habitudes, ses faiblesses et chaque personne dans son ombre. J'ai été patiente, comme quelqu'un dans un tunnel sombre, tapant sur chaque brique pour trouver la sortie. Je levai la tête, mes yeux précisément aussi humides que je l'avais calculé. Tu devais vraiment faire ça ? Estevan lâcha un rire triomphant. Considère cela comme une leçon de réalité, Alara. La réalité est que, sans moi, tu n'es rien. La paperasse est prête. Maintenant, disparaît. Ne reste pas ici à être une nuisance visuelle. Sur ce, il se détourna. Son dos était droit, son pas aussi décisif que celui de quelqu'un qui venait de jeter un sac poubelle. Je restai parfaitement immobile,
observant jusqu'à ce que sa voiture de luxe noire soit engloutie par le flot de circulation de l'Avenida Paulista. Ce n'est qu'alors que je passai ma main sur mes yeux. Il n'y avait que la plus infime trace d'humidité, des larmes que j'avais forcées. Je pris la petite valise à roulettes à mes côtés. Elle était absurdement légère. Je savais que les hommes d'Estevão l'avaient remplie de vieux vêtements et de babioles. Ils ne me laisseraient jamais rien emporter de valeur réelle. Ils me voulaient briser, affamé et assez désespéré pour revenir en rampant. Je sortis du tribunal. Pendant un moment, j'errais comme quelqu'un qui n'avait nulle part où aller. Je m'arrêtais dans une boutique de proximité, fouillais quelques pièces dans ma poche et achetais la bouteille d'eau la moins chère. Alors que le liquide froid coulait dans ma gorge, mon esprit devenait encore plus clair. Je sentis une paire d'yeux sur moi au loin. Estevão était encore plus prudent que je ne le pensais. Il avait envoyé quelqu'un me suivre. Je pris mon smartphone et, avec un air d'habitude désespéré, j'ouvris l'application bancaire. Je m'assurai que mon visage enregistre le choc et la panique. Mon doigt plana sur le nom d'Estevão dans mes contacts, hésitant un instant comme si j'étais en conflit. Je n'appuyais pas sur le bouton d'appel. Je soupirais, pris ma valise et recommençai à marcher. Quelque part, quelqu'un enregistrait ce moment. Il lui rapporterait que j'étais au bord de l'effondrement. Je descendis dans le métro. Alors que le train cahotait station après station, je laissai derrière moi les gratte-ciel étincelants de Faria Lima pour me diriger vers les quartiers plus anciens et rustiques de la zone Est. Je n'allais pas chez mes parents. Je ne pouvais pas. Si Estevão apprenait que je m'étais tourné vers ma famille, il les utiliserait comme otages. Je frappai à la porte d'un appartement au premier étage d'un petit immeuble sans ascenseur à peine. La personne qui ouvrit était Taina, ma meilleure amie depuis la faculté. Dès qu'elle me vit avec la valise, ses yeux s'agrandirent. Elle me tira à l'intérieur, ses mains saisissant mes épaules comme si je pouvais me briser. Mon Dieu, Alara, tu l'as vraiment fait. Tu as divorcé, la voix de Taina tremblait. Ce monstre. Il t'a simplement jeté dehors sans rien. Je posai la valise au sol et lui fis un câlin serré. Ne pleure pas. Taina me regarda, ses yeux mélangeant colère et peur. Ne pas pleurer? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'argent. Tu as été femme au foyer pendant 8 ans. Comment vas-tu vivre? Je m'assis sur une chaise en bois usé et acceptai la tasse de thé chaud qu'elle me tendit. La chaleur pénétra mes paumes froides. Je regardai Taina dans les yeux et parlais lentement et clairement, ma voix si calme qu'elle la surprit. J'ai un endroit où rester. Taina fixa mon regard. Un endroit où rester, Alara? Ne sois pas têtu. J'ouvris mon vieux sac à main, les coins effilochés par des années d'utilisation. J'atteignis la partie la plus profonde de la doublure, une section que j'avais cousue soigneusement avec une aiguille et un fil minuscule. À l'intérieur se trouvait un téléphone ancien et bon marché, un jetable. Je le sortis, et le posai sur la table comme si je révélais un secret gardé depuis longtemps. J'appuyai sur le bouton d'allumage et un écran bleu pâle clignota. Je composai l'unique numéro enregistré en numérotation rapide. L'appel fut décroché presque immédiatement. La voix d'une femme jeune et décisive vint de l'autre côté. À la avance, tout se déroule-t-il comme prévu? Je regardai à nouveau le jugement de divorce dans ma main, puis je regardai la porte comme si je pouvais encore voir l'ombre de la voiture d'Estevão partir. Un sourire effleura mes lèvres, mais sans chaleur. Oui, comme prévu. L'opération Phoenix est officiellement un succès au démarrage. Dites à chaque équipe de procéder à l'heure désignée et soyez clairs sur un point. Laissez-le croire que j'ai touché le fond. Taina resta là, atterrée. Elle me regarda comme si j'étais une étrangère. Alara, je raccrochai, rangeai le téléphone jetable dans sa cachette et fermai le sac d'un clic définitif. Je me tournai vers Taina et lui fis le plus léger des sourires, juste assez pour qu'elle comprenne que ce n'était plus un divorce ordinaire. Taina, à partir de maintenant, n'essaie pas de me trouver à moins que je ne te contacte en premier. Ne dis à personne que tu m'as vu, surtout pas à mes parents, et certainement à personne de la famille d'Estevão. Croft. La bouche de Taina s'ouvrit, les yeux pleins de larmes. J'ai peur pour toi. J'ai acquiescé. Moi aussi j'ai peur, mais avoir peur ne m'arrêtera pas. Je me levai et pris la valise légère. Avant de sortir, je m'arrêtai à la porte. Je sentis un vent froid descendre le long de mon échine, mais ce n'était pas du désespoir. C'était la sensation que l'heure était enfin arrivée. Je regardai Taina une dernière fois. Merci d'avoir été là pour moi, dis-je. Maintenant, la tempête arrive. Je sortis, disparaissant dans le bruit et la pollution d'un après-midi. Paulista. Je marchais délibérément dans quelques ruelles avec des caméras de sécurité, laissant enregistrer l'image d'une femme perturbée, fraîchement divorcée, traînant une valise. Quand je fus certaine que plus personne ne me suivait directement, je m'arrêtai dans un coin isolé, pris le téléphone jetable et envoyai un SMS court, cible activée. Maintenir persona de pauvreté.
Maximiser le réalisme. Appliquer pression psychologique. Ne pas exposer le vilain. Je rangeai le téléphone et respirai profondément. Esteva Croft voulait voir comment je survivrais sans argent. Très bien, je vais lui montrer. Mais quand il se rendra compte de ce qui se passe, il sera le seul sans issue. Je ne suis pas allé à l'appartement sécurisé que j'avais préparé cette nuit-là. Si Estevan avait déjà des gens qui m'observaient, je devais lui donner exactement ce qu'il voulait voir, l'image d'une femme fraîchement divorcée, sans argent ni soutien, luttant pour trouver un appui. J'ai trouvé une chambre à louer dans un immeuble délabré d'un quartier modeste de San Polo pour 800 € par mois. Les murs étaient tachés, la porte en acier était rouillée et le couloir était si sombre qu'il fallait avancer à tâtons. La chambre elle-même faisait moins de 10 mètres carrés. Un lit en métal grinçant, une table en plastique bancal et un vieux ventilateur qui faisait un bruit assourdissant. La salle de bain était partagée au bout du couloir, nécessitant des tongs et un peu de courage à chaque visite. J'ai posé ma valise et j'ai regardé autour de moi. L'humidité de l'espace me donnait des frissons, mais j'ai calmement fait le lit, nettoyé la table et ouvert la fenêtre pour aérer. Je savais que quelque part, une lentille enregistrait cette scène. Une femme qui avait tout perdu, mais qui essayait encore de maintenir une once de propreté. À leurs yeux, cela ressemblerait à une fierté dénuée de sens. À mes yeux, cela faisait partie du plan. Chaque action devait être assez naturelle et convaincante. Le jour suivant, j'ai mis un t-shirt délavé et un vieux jean, les cheveux attachés en une queue de cheval basse, sans maquillage. Je me suis rendu dans une petite clinique de santé mentale au centre-ville. À la réception, j'ai parlé d'une voix légèrement enrouée et avec un regard anxieux. J'ai un rendez-vous. Mon nom est Alara Vance. Je me suis assise face à une thérapeute nommée Luana. Je lui ai raconté une version soigneusement éditée de la vérité. 8 ans de contrôle financier, de négligence, de relations coupées, de perte de confiance, de perte de direction. Je ne mentais pas. Pas complètement. Je ne disais simplement pas tout. Luana a écouté et a pris des notes. Avez-vous l'impression d'avoir perdu foi en vous-même? J'ai regardé mes mains et j'ai acquiescé légèrement. Oui. Ma voix n'était qu'un murmure. La séance a duré 1 heure. Quand je suis sorti de la clinique, j'avais une lettre confirmant que je recevais un suivi psychologique. Ce morceau de papier servirait d'excellente couverture et de bouclier pour justifier le trou de 8 ans dans mon CV. Si nécessaire, je pourrais l'utiliser pour expliquer ma vie de femme au foyer d'une manière raisonnable et sympathique. Cet après-midi-là, je suis allé dans un restaurant au kilo bon marché et j'ai mangé le strict nécessaire. J'ai mangé lentement, regardant occasionnellement mon téléphone comme si j'attendais un SMS. Je savais que tout cela serait rapporté. Alara Vance mange un repas à 20 €. Alara Vance consulte des sites de recherche d'emploi. Alara Vance semble épuisé. Ce n'est que lorsque je suis retourné dans ma chambre en périphérie que j'ai pris le téléphone jetable. Tout se déroule sans accroc, ai-je envoyé. La réponse fut immédiate. L'équipe de surveillance est toujours sur place. Recherche d'emploi et séance de thérapie confirmée. Il semblait satisfait. J'ai souri faiblement. Bien. Un homme qui croit contrôler l'échiquier est un homme qui baisse sa garde. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une entreprise de médias de taille moyenne avec un bureau à Villa Maddalena. C'était une offre d'entretien pour un poste d'assistante exécutive. Je n'avais jamais postulé là, j'ai su immédiatement que c'était un appât. Estevan voulait voir comment je réagirais à une opportunité qui semblait un peu trop belle pour ma situation actuelle. Je me suis rendu à l'entretien ce matin-là. J'ai choisi la tenue la plus présentable de ma valise, mais elle n'était pas neuve. J'ai utilisé un peu d'anti-cerne pour cacher les cernes, mais j'ai laissé une touche de fatigue. Dans la salle d'entretien, 2 hommes ont posé des questions acérées. Vous avez un trou de 8 ans dans votre CV. Nous avons besoin de quelqu'un qui a construit sa carrière de manière constante. J'ai baissé la tête et dit à voix basse. Je comprends. J'attends juste une chance de recommencer. J'ai délibérément accentué le mot chance. J'ai répondu correctement aux questions, mais sans éclat. J'ai intentionnellement feint la nervosité sur certains points. Je savais que le rapport qui reviendrait à Estevan serait Alara Vance. Compétence moyenne, manque de confiance, pas compétitive. L'entretien s'est terminé par une poignée de main superficielle. Je suis sorti du bâtiment. Le soleil de midi frappait mon visage. Je me suis arrêté sur les marches et j'ai pris le téléphone jetable. Test d'appât réussi. C'était son homme. L'entreprise de médias a des liens avec le groupe Breno. Continuez la collecte d'informations. Cette nuit-là, ma mère a appelé. Alara, est-ce vrai? Tu as vraiment divorcé? Sa voix tremblait au téléphone. Je pouvais presque entendre le son du ventilateur au fond de sa maison. Oui, sa mère a appelé. Elle a dit, tu ne connaissais pas ta place. Elle a dit que tu n'avais nulle part où aller. J'ai
Serrer le téléphone avec force. Maman, je vais bien. Je loge chez une amie. Yarivi ici Sata. Air que je peux t'envoyer. Ma poitrine s'est serrée. Mes parents vivaient d'une modeste retraite, 500 terres. N'était pas une petite somme pour eux. Je n'en ai pas besoin, maman. Alara, ne sois pas fière. J'ai respiré profondément. Maman, s'il te plaît, écoute-moi juste une seconde. Ne réponds plus aux appels de cette famille. S'ils parlent d'argent, dis simplement que tu as besoin de temps et ne signe, sous aucun prétexte, aucun papier. Ma mère est restée silencieuse pendant un long moment. Qu'est-ce que tu prépares, Alara? J'ai regardé le plafond taché d'humidité de ma petite chambre. On aurait dit une carte grise délavée. J'essaie juste de vivre, maman. J'ai raccroché et j'ai appuyé mon dos contre le mur. Si Estevao pensait que je m'effondrais en entendant les voix inquiètes de mes parents, il se trompait. Encore. C'était à cause d'eux que je ne pouvais pas me permettre de commettre une seule erreur. Une semaine plus tard, les premiers murmures sur le projet dans lequel Estevao investissait une quantité massive de capital ont commencé à surgir. Un petit post sur un forum financier soulevait des questions sur le statut légal des terres pour un développement prévu sur le littoral nord. Le post fut supprimé, presque instantanément, mais ce fut suffisant pour que quelques petits investisseurs commencent à parler. J'ai lu la nouvelle sur mon smartphone bloqué. Mon esprit était calme. Ce n'est pas moi qui avais propagé la rumeur. Je savais seulement que la rumeur apparaîtrait exactement au bon moment. Cette nuit-là, dans ma chambre, minuscule, je me suis assise sur le lit en métal et j'ai ouvert mon vieil ordinateur portable. La lumière bleue pâle éclairait mon visage. J'ai vérifié 2 fois toutes les connexions, le flux de fonds, les contrats, les intermédiaires. Tout était en place, comme des pièces d'échecs attendant une légère pression. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais je n'étais pas fatigué. Le lendemain matin, je suis allé dans un marché local et j'ai acheté des légumes en promotion. J'ai délibérément marchandé pour quelques centimes, voix un peu plus forte que d'habitude. Le marchand a ri avec sympathie. J'ai laissé les gens avoir pitié de moi. La pitié est le meilleur camouflage. L'après-midi, j'ai rencontré accidentellement la mère d'Estevo, Donna Odette, devant un centre commercial de luxe au jardin. Elle sortait avec ses amis, vêtue d'une robe de créateur éblouissante, les cheveux parfaitement coiffés. Quand elle m'a vu porter un sac de course bon marché, elle s'est arrêtée. Ses yeux ont parcouru mon corps de la tête aux pieds. Tiens, si ce n'est pas Alara. Sa voix était une note aiguë et tranchante. Que fait mon ex-belle-fille, ici? Ses amis chuchotaient entre elles. J'ai baissé la tête et n'ai rien dit. J'ai entendu dire que tu avais été jeté dehors. Je n'ai pas répondu. Donna Odetta sortit un billet de 200 R, tout neuf de son sac et l'a tendu devant moi comme si elle faisait l'aumône. Prends ça. Achète-toi une tenue décente. Ne traîne pas dehors en faisant honte à notre famille. J'ai regardé le billet, puis elle. Mon cœur battait lentement. Je devais être ni trop forte, ni trop faible. J'ai doucement repoussé sa main. Merci pour l'intention, mais je ne peux pas accepter. Ma voix était basse, mais claire. Je n'ai plus besoin de votre argent. L'air autour de nous a gelé pendant quelques secondes. Donna Odette a hésité un instant, un éclair de colère sur le visage. J'ai incliné la tête en geste de congé et je me suis éloigné. Je savais que cette scène serait racontée à Estevon pendant le dîner. Il penserait que j'étais bêtement fier. Il serait encore plus convaincu que j'étais dans une position de faiblesse, n'ayant rien d'autre qu'un ego fragile. Et c'était exactement ce que je voulais qu'il croie. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS. Il a été informé de l'incident au centre commercial. Il a trouvé ça amusant. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre étroite où un réverbère jetait une bande jaune sur le mur. Amusant. Bien. Encore un peu. Je me suis allongé sur le lit en métal, les yeux ouverts, dans le noir. Ma performance de pauvreté ne faisait que commencer. Et quand le rideau tomberait, je ne serais pas la personne laissée sans rien. Après la rencontre avec Donna Odette, tout s'est déroulé comme je l'avais prévu. Pendant 3 jours consécutifs, la personne qui me surveillait changeait, mais la méthode restait la même. Une moto grise était toujours garée à environ 20 mètres de mon immeuble. L'homme, le casque baissé, faisait semblant de lire les infos sur son portable. Je ne le regardais jamais directement. Je passais simplement, le dos légèrement courbé, portant mon sac de course, mais pas sans hâte. Je devais leur faire croire que je ne faisais que survivre au jour le jour. Mais alors que cette pièce était jouée, un autre courant se déplaçait, silencieusement sous la surface. J'ai commencé à accepter des petits travaux freelance en ligne. Traduction, révision de rapports, analyse de données et même assistance pour des propositions d'investissement pour quelques startups. Mon nom n'apparaissait nulle part. Tout était traité via un compte tiers au nom de Taina. L'argent n'était pas énorme,
mais c'était suffisant pour subvenir à mes besoins et, plus important encore, pour garder mon esprit aiguisé. Le soir, dans ma chambre modeste, je m'asseyais devant mon ordinateur. La lumière blanche éclairait la table en plastique. J'ai ouvert le fichier du projet. Estevan injectait des capitaux massifs dans le projet de développement, Porto Norte. C'était promu comme une opportunité en or pour attirer l'investissement étranger. En surface, tout semblait correct, mais en creusant, plus profondément, des failles familières apparaissaient. Le permis d'utilisation des terres n'était pas finalisé, une filiale agissant comme intermédiaire avait un passif de défauts fiscaux et le partenaire étranger, en particulier, avait un historique de litige juridique à Singapour. Ce n'est pas moi qui propageais les rumeurs. J'étais simplement celle qui savait où appuyer. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email d'une importante société de private equity sur l'Avenida Faria Lima. L'expéditeur était l'assistant du président de la société, Heitor Vasconcelos. Il disait avoir vu un rapport d'analyse que j'avais écrit anonymement sur une plateforme de freelance et voulait en discuter davantage. J'ai lu l'email 3 fois. Le nom de Heitor Vasconcelos était familier. Il était connu pour être froid, évitant les médias, mais immensément puissant dans le monde financier. Si je pouvais entrer dans son orbite, je serais à un pas du cœur de ce jeu. Je savais que cela pouvait être une opportunité réelle, mais aussi un autre piège tendu par Estevao. J'ai répondu sur un ton humble, confirmant un rendez-vous dans leur bureau du quartier financier. Ce matin-là, je n'ai pas mis mes vieux vêtements. J'ai choisi une chemise blanche simple et un pantalon noir bien coupé. Mes cheveux étaient attachés, proprement. C'était un look professionnel sans être tape à l'œil. Je me suis tenu devant le petit miroir de ma chambre et j'ai regardé mes propres yeux. La fatigue que j'avais soigneusement cultivée ces 2 dernières semaines avait disparu, remplacée uniquement par la concentration. Le bâtiment qui abritait la société avait plus de 30 étages, son verre bleu reflétant le ciel. En entrant dans le hall, j'ai été accueilli par l'odeur légère d'un parfum coûteux et le son des talons claquant sur le sol de marbre. L'ascenseur m'a mené au 32e étage. Plus je montais, plus mon cœur se calmait. Je ne pouvais pas me permettre d'être nerveuse. La porte de la salle de conférence s'est ouverte. L'homme assis en bout de table ne semblait pas si vieux, peut être la quarantaine. Il portait un costume bleu, marine foncé et ses yeux étaient profonds et calmes. Il ne s'est pas levé et n'a pas offert de poignée de main immédiatement. Il m'a simplement observé pendant quelques secondes comme s'il m'évaluait. Mademoiselle Vance. Sa voix était basse et ferme. Oui. Je me suis approché et j'ai posé le dossier que j'avais préparé sur la table. On m'a dit que vous aviez fait une analyse indépendante du projet Porto Norte. J'ai fait un léger signe de tête. J'ai quelques perspectives personnelles. Le président Vasconcelos m'a fait signe de m'asseoir. Écoutons-les. Il n'y a pas eu de longue présentation formelle. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à expliquer point par point la structure juridique fragile, le profil de risque du partenaire, la possibilité d'une crise de liquidité si les investisseurs étrangers reculaient. Je n'ai pas exagéré. J'ai simplement présenté des données et des conclusions concises. Il n'a pas interrompu, mais posait occasionnellement des questions très spécifiques. Si vous étiez la directrice générale de ce fonds, que feriez-vous? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suspendrais temporairement le déblocage des fonds et je solliciterais une seconde révision juridique auprès d'un cabinet d'avocats indépendant. Et j'insisterai sur des clauses dans le contrat qui protègent notre capital avant de prendre tout engagement à long terme. La salle est restée silencieuse pendant quelques secondes. Heitor Vasconcelos a fait un petit signe de tête. Où avez-vous travaillé auparavant? Ces 8 dernières années, j'étais au foyer, ai-je dit honnêtement. Avant cela, j'étais analyste dans une société de courtage. Il m'a regardé un peu plus longtemps. Pourquoi avez-vous arrêté? J'ai marqué une brève pause. Je me suis marié. Il n'a pas posé d'autres questions. Son regard semblait comprendre plus que ce que j'avais dit. La réunion a duré presque 1 heure. Quand je me suis levé pour partir, Heitor m'a arrêté avec une seule phrase. Avez-vous déjà envisagé de travailler avec moi? J'ai essayé de ne pas montrer de surprise. À quel titre? En tant qu'analyste consultante indépendante pour commencer un contrat de 3 mois. Si vous êtes performante, nous discuterons de la suite. 3 mois. C'était assez de temps pour creuser profondément, pour accéder à des données que je ne pourrais jamais toucher seul. Oui, j'accepte, ai-je répondu d'une voix calme. Il a souri légèrement. Alors, commençons la semaine prochaine. Quand je suis sorti du bâtiment, le soleil était d'un éclat aveuglant sur l'asphalte de Faria Lima. J'ai marché lentement comme quelqu'un qui venait de terminer un entretien ordinaire, mais dans mon esprit, une porte s'était déjà
ouverte. Cette nuit-là, je suis retourné dans ma chambre en périphérie comme d'habitude. Je me suis toujours arrêté dans un restaurant bon marché, j'ai toujours payé en espèces et je suis toujours passé devant cette moto grise. Je leur ai toujours fait croire que rien n'avait changé. Mais quand la nuit est tombée dans le silence, j'ai ouvert le téléphone jetable. Phase 2 initiée. La réponse fut rapide. Compris. Appuyé contre le mur, je me suis souvenu des yeux de Héctor Vasconcelos. Il n'était pas du genre à faire confiance facilement. Il m'avait choisi non pas sympathie, mais pour la valeur que je pouvais apporter. Ce fait m'a plu. Rassuré que n'importe quelle parole d'encouragement. 2 jours plus tard, des nouvelles de Taina sont arrivées. Esteban se vantait, auprès de ses associés, que le projet Porto Nord était sur le point de recevoir un investissement énorme. Il semblait extrêmement confiant. J'ai souri, légèrement. La confiance est une bonne chose. Quand une personne est au sommet de sa confiance, elle ne remarque souvent pas les fissures qui se forment sous ses pieds. Je me suis levé et je suis sorti sur le petit balcon au bout du couloir. L'air de la nuit était un mélange d'échappements de voitures et de rires lointains. J'ai regardé le ciel de São Paulo, où les lumières de la ville avaient éteint les étoiles. Pendant 8 ans, j'étais resté dans l'ombre d'Estevão, observant silencieusement la manière dont il signait les contrats, la manière dont il gérait les crises et la manière dont il faisait aveuglément confiance au pouvoir de l'argent. Il n'a jamais cru au pouvoir de la patience. Mais, j'avais toute la patience du monde. Je serais celle qui lirait les rapports que personne d'autre ne voulait lire. Je serais celle qui verrait les vrais chiffres cachés, derrière la façade brillante. Et quand le moment serait venu, d'un simple effleurement, toute la tour qu'il a construite sur la confiance commencerait à trembler. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai fermé la porte. La performance de pauvreté devait continuer. Mais dans les coulisses, j'étais déjà entré dans une autre salle, une avec des lumières plus brillantes et des pièces, des chèques fraîchement disposés. Ma première semaine aux 32 étages est passée comme une horloge. Les bureaux de Vasconcelos Investimentos n'étaient pas aussi chaotiques que d'autres firmes financières. Les gens ici parlaient à voix basse, tapaient doucement sur leur clavier et regardaient leurs écrans plus qu'ils ne se regardaient les uns les autres. Il y avait de la tension, mais pas de confusion. J'aimais ça. J'ai reçu un bureau près de la fenêtre avec vue sur le quartier financier. La ville semblait petite d'ici haut. Les gratte-ciel brillaient au soleil et les voitures en bas étaient comme un flux constant de couleurs en mouvement. Je me suis fait la promesse de ne pas me laisser enivrer par cette vue. Je n'étais pas là pour le paysage. À mon 2e jour, j'ai participé à une réunion interne sur le portefeuille d'investissement pour le trimestre suivant. Le projet de développement Porto Nord était le 3e sur la liste. Quand la diapositive est apparue à l'écran, le logo du groupe Brno était affiché en évidence. Les chiffres de croissance projetés présentés à côté étaient extrêmement optimistes. Monsieur Croft a personnellement garanti un haut retour sur investissement. Un analyste de l'équipe a dit, si nous entrons tôt, le ROA projeté est excellent. Je n'ai pas parlé immédiatement. J'ai attendu que Héctor Vasconcelos se tourne vers moi. Mademoiselle Vance, votre avis? Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je pouvais sentir mon propre battement de cœur, mais ma voix était ferme. Je recommande de retarder le déblocage des fonds de 2 semaines supplémentaires. La salle est devenue silencieuse. Nous devons vérifier à nouveau le statut juridique des terres et l'historique de crédit du partenaire étranger. Un autre employé a froncé les sourcils. Nous avons déjà vérifié cela. J'ai acquiescé. Vous avez vérifié à un niveau de routine. Je veux vérifier plus profondément. Héctor n'a pas posé d'autres questions. Il a simplement dit sèchement, nous donnons 2 semaines à Mademoiselle Vance. Avec cette décision, j'ai reçu l'espace nécessaire pour opérer. J'ai commencé à travailler comme si le trou de 8 ans dans ma carrière n'avait jamais existé. J'ai contacté d'anciens collègues du domaine juridique et leur ai demandé de réviser les documents de permis d'utilisation des terres. Je suis entré en contact avec un spécialiste qui avait travaillé à Singapour et je l'ai interrogé sur l'entreprise partenaire étrangère. J'ai documenté méticuleusement chaque petite information. J'ai épluché les couches une par une comme un oignon, et alors les fissures ont commencé à apparaître. Le partenaire étranger avait été poursuivi par le passé pour dissimulation de dettes. Les documents légaux des terres montraient que le zonage n'était pas encore terminé. Pourtant, le groupe Brno le promouvait déjà comme une affaire conclue et la filiale agissant comme intermédiaire avait une relation financière opaque avec un individu qui avait été visé par une enquête pour évasion fiscale. Je me suis assise devant mon écran en observant les données telles qu'elles se déroulaient. Il n'y avait pas de sentiment de triomphe, seulement de la certitude. Esteban n'était pas un homme stupide. Il savait qu'il y avait des risques, mais il croyait pouvoir les contrôler. Il croyait toujours que, le soir, je retournais encore dans ma chambre immonde à Pena. Je mangeais encore au
restaurant bon marché et portais mes vêtements simples. L'homme qui me surveillait était toujours là, la moto grise garée à quelques dizaines de mètres. J'ai laissé croire que je travaillais dans une petite entreprise, proche. J'ai délibérément pris un chemin différent pour rentrer, leur faisant penser que j'avais trouvé un emploi temporaire et simple d'assistante de bureau. Mais du lundi au vendredi, je montais aux 32 étages. Une semaine plus tard, un second article sur le projet Porto Nord est apparu, sur un site d'actualité financière. Cette fois, ce n'était pas un post anonyme, sur un forum. L'article remettait en question la transparence de la structure du capital. Il ne tirait aucune conclusion. Il laissait simplement la possibilité, ouverte. Mais dans le monde financier, laisser simplement une possibilité, ouverte suffit à rendre beaucoup de gens prudents. Cet après-midi-là, alors que je révisais un contrat, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu, à Lara. C'était la voix d'Estevo, brusque et tranchante. J'ai marqué une pause avant de répondre. Oui, j'ai entendu dire que tu travaillais de nouveau. Il ne pouvait pas le voir, mais je souriais. Une femme doit manger, s'est-il moqué. Où travailles-tu? Une petite boîte? Quelque chose comme ça? J'ai répondu brièvement. Tu t'en sors bien? La question sonnait comme de l'inquiétude, mais elle était chargée d'une curiosité investigative. Oui, je vais bien, ai-je dit. C'est tout ce pourquoi tu as appelé? La ligne est restée silencieuse quelques secondes. Ah Lara. Ça. Voix abaissée. Le projet Porto Nord. Cela n'a rien à voir avec toi, n'est-ce pas? Mon cœur a manqué un battement, mais je n'ai rien laissé paraître. Qu'est-ce que cela aurait à voir avec moi? Je m'inquiète juste de payer le loyer de ma petite chambre à peine. Estevan a raccroché sans un mot de plus. J'ai posé le téléphone et regardé l'écran de mon ordinateur. Il commençait à sentir que quelque chose n'allait pas bien, mais ce n'était pas encore suffisant. 2 jours plus tard, j'ai terminé mon rapport interne pour Héctor Vasconcelos. J'ai exposé chaque risque clairement et ajouté mes recommandations. Si notre fonds retardait l'investissement, d'autres fonds feraient probablement de même. Si le flux de trésorerie ralentissait, le groupe Brno ferait face à une crise de liquidité. Héctor a lu le rapport sans montrer d'émotion. Vous réalisez que beaucoup de gens seront mécontents si ce rapport est divulgué. J'en suis consciente. Pourquoi êtes-vous si investi dans ce projet? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que je n'aime pas les fissures qui ont été recouvertes par une façade de verre. Il m'a observé un moment. A-t-il compris que ma réponse allait au-delà d'une simple question financière. Durant le week-end, le fonds a annoncé en interne que le déblocage pour le projet Porto Nord était temporairement suspendu pour une révision ultérieure. La nouvelle s'est propagée rapidement dans l'industrie et plusieurs autres fonds ont commencé à adopter une posture plus prudente. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS de Taina. Estevan a explosé lors d'une réunion. Il a dit que quelqu'un jouait derrière son dos. Je me suis assise sur le lit de métal, la lumière jaune éclairant les murs, tachés. J'ai imaginé son visage en colère, le sourcil froncé, la main frappant la table. Je l'avais vu en colère bien des fois ces 8 dernières années, mais cette fois c'était différent. Cette fois, il ne savait pas qui faisait pression sur lui. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS d'un numéro inconnu. Qu'est-ce que tu fabriques, bordel? Je n'ai pas répondu. Un autre est arrivé. Ne pense pas que je ne découvrirai pas. J'ai souri. Quand le chasseur commence à envoyer des messages au milieu de la nuit, cela signifie qu'il perd son sang-froid. J'ai éteint la lumière et je me suis allongé, fixant le plafond sombre. Je n'étais pas triomphante. J'avais simplement le sentiment que tout se déplaçait, comme prévu. Le lendemain matin, je suis encore allé au marché et j'ai acheté des légumes en promo. J'ai encore marchandé pour quelques centimes. L'homme qui me surveillait était toujours là. Il n'avait aucune idée que cette humble routine matinale n'était que la surface d'une fissure qui s'élargissait. Le dimanche après-midi, j'ai reçu une convocation personnelle de Héctor Vasconcelos, non pas dans la grande salle de conférence, mais dans son bureau privé. Vous réalisez que vous provoquez un homme très confiant, n'est-ce pas? A-t-il demandé alors que je m'asseyais. Je le réalise. La confiance marche. Parfois main dans la main avec l'imprudence. Et l'imprudence avec l'effondrement. Il a acquiescé, son regard devenant plus aiguisé. Vous n'essayez pas seulement de protéger notre fonds, n'est-ce pas? Je suis resté en silence un moment avant de répondre honnêtement. J'espère seulement qu'il n'y aura plus de victimes de cette imprudence. Il n'a pas posé d'autres questions. Je garderai un œil sur ce projet, a-t-il dit. Continuez votre bon travail. En quittant le 32 étage, je savais que j'avais fait un pas de plus. La fissure était déjà exposée. Avec juste un peu plus de pression, le verre volerait en éclats. Cette nuit-là, je me suis tenu devant mon immeuble et j'ai regardé le ciel nocturne. Estevan voulait voir comment je survivrais sans argent. Je lui montrerais. Mais ce qu'il verrait bientôt, ce n'était pas ma misère, mais les
fissure se propageant dans tout l'empire qu'il avait construit. Je pouvais sentir le changement dans l'air dès le début de la semaine. Au 32e étage, les réunions devenaient plus longues, les emails volaient d'un côté à l'autre plus fréquemment, et, là, bas dans le monde d'Estevo, les signes de problème n'étaient plus seulement des murmures. Le lundi matin, dès que je suis arrivé au bureau, le téléphone interne a sonné. À Lara, dans mon bureau. La voix de Heitor Vasconcelos était courte. Je suis entré dans son bureau. La porte de verre s'est fermée, créant une isolation acoustique presque parfaite. Il a posé un dossier devant moi. L'heure, flux de trésorerie commence à se tendre, a-t-il dit. Je n'avais pas besoin qu'il prononce le nom pour savoir qu'il s'agissait du groupe Brno. Leurs principales banques ont sollicité des garanties supplémentaires. J'ai feuilleté rapidement les pages. Les chiffres ne mentaient pas. Quand Vasconcelos, Investimento a suspendu le financement, d'autres investisseurs ont suivi l'exemple. Le capital promis était retenu, mais les coûts pour la préparation du site et le conseil juridique continuaient d'augmenter. Plusieurs partenaires exigeaient le paiement avant la date prévue. Réussiront-ils à lever les fonds? Et je demandais. Heitor s'est adossé à sa chaise. C'est possible s'ils obtiennent du capital additionnel de leur partenaire étranger. Mais si ce partenaire ressentait aussi la pression? Il n'a pas fini sa phrase. J'ai compris. Une crise de liquidité est comme une petite fissure dans un mur. Au début, personne n'y prête attention, mais si l'eau s'infiltre assez longtemps, le mur entier s'écroulera. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS de Taina. Esteva court après l'argent. Il dit à tout le monde que c'est juste un serrage de vis temporaire qui finira d'ici la fin du mois. J'ai fixé l'écran, mon cœur immobile. Estevan était habile pour lever de l'argent. Il avait des connexions, une réputation et le type de confiance qui faisait que les gens croyaient en lui. Mais, une réputation est comme une action. Une fois que la confiance est ébranlée, sa valeur peut plonger, plus vite que n'importe qui ne s'y attend. 2 jours plus tard, un important journal financier a publié une analyse prudente du projet Porto Nord, soulignant le besoin de transparence juridique. Il n'y a pas eu d'accusation, ni de conclusion. Il a simplement posé des questions. Mais parfois les questions sont plus dangereuses que les accusations. L'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Estevao. J'ai répondu, qu'est-ce qu'il y a? Sa voix n'était plus aussi relaxée qu'avant. Alara, où travailles-tu maintenant? Je te l'ai dit. Une petite entreprise. Une petite entreprise avec accès à un grand fonds de private equity? J'ai marqué une pause. Tu penses vraiment que j'en suis capable? Il a lâché un soupir irrégulier à l'autre bout de la ligne. Tu es en train de me ruiner. Je m'inquiète juste de payer mon loyer. Ai-je répondu légèrement. Comment pourrais-je possiblement te ruiner? La ligne est restée silencieuse quelques secondes. Alara. Sa voix a baissé. Si tu as besoin d'argent, je peux t'en donner. Je l'ai coupé. Je n'en ai pas besoin. Je pouvais l'entendre grincer des dents. Alara, ne sois pas idiote. Je ne suis pas idiote, ai-je dit, lentement. J'essaie juste de survivre. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Ma main ne tremblait pas. Je ne me sentais ni victorieuse, ni triomphante. Je sentais simplement que les engrenages tournaient comme ils le devaient. Ce week-end-là, j'ai été invité à participer à une réunion privée avec 2 cadres bancaires. Le sujet était la réévaluation du niveau de risque de plusieurs projets de développement immobilier dans la région. Le nom du groupe, Brno, est apparu plusieurs fois. Un banquier a dit sans détour, nous ne voulons pas restreindre la ligne de crédit, mais si leur flux de trésorerie ne se rétablit pas en temps voulu, nous n'aurons d'autre choix que d'agir. J'ai simplement écouté. Je ne suis pas intervenu. J'ai compris le mécanisme, quand les banques perdent confiance, elles n'ont pas besoin de faire de scène. Elles changent simplement les termes du contrat, et les nouveaux termes peuvent étouffer n'importe quelle entreprise en manque de cash. Le soir, je suis retourné dans ma chambre en périphérie comme d'habitude. J'ai encore allumé le ventilateur bruyant et lavé des légumes dans une petite bassine en plastique. L'homme qui me surveillait était toujours là, mais je savais qu'il avait aussi entendu les rumeurs. Il savait probablement que son propre patron était en difficulté. J'ai ouvert le téléphone jetable. Phase 2, pression suffisante appliquée. Attendre plan de contingence. La réponse est venue. Contact établi avec équipe juridique indépendante. Documents relatifs à la filiale intermédiaire peuvent être libérés si nécessaire. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai regardé mon ombre projetée sur le mur, par la fenêtre ouverte. Libérer les documents signifiait accélérer le processus, mais je ne voulais pas que tout s'écroule trop vite. Je voulais qu'Estevan reste confiant dans le fait qu'il pouvait encore lever les fonds. Quand les gens ont de l'espoir, ils ont tendance à verser plus d'argent dans un trou plus profond. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel direct d'Estevao.
Il a suggéré que nous rencontrions dans un café tranquille au jardin. Je suis arrivé à l'heure. Il était déjà là. Il semblait un peu plus mince, avec de légères cernes, mais son regard était toujours perçant. Tu as l'air bien, a-t-il dit, essayant de paraître indifférent. Je respire. Il a ricané. Ah Lara, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien de toi. Ne joue pas avec moi. Il s'est incliné vers l'avant. Si tu es derrière tout ça, arrête. Je peux te donner assez d'argent pour vivre confortablement pour le reste de ta vie. J'ai regardé le café noir devant moi. Puis j'ai levé la tête. Tu m'as dit que je n'étais rien sans toi. Il a tressailli. Je vis sans toi, ai-je continué, cela ne suffit-il pas? L'air entre nous est devenu tendu comme une corde de guitare. Tu penses pouvoir me battre? A-t-il demandé, d'une voix basse. Je ne joue pas pour gagner ou perdre, ai-je répondu. Je ne veux simplement plus être une pièce d'échec. Il est resté silencieux. Pour la première fois, j'ai vu non pas du mépris dans ses yeux, mais une lueur d'inquiétude authentique. Je m'en sortirai, a-t-il dit, comme s'il essayait de s'en convaincre. Bonne chance. Je me suis levé la première. En sortant du café, je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, les messages de Taina sont arrivés en avalanche. Esteban vend certaines de ses actions personnelles. Le partenaire étranger exige une révision du contrat. Je me suis assise sur le lit et j'ai respiré profondément. Le manque de liquidité resserrait son étau autour de lui. Je savais que ce n'était que le début de la tempête. Et quand la véritable tempête frapperait, ce ne seraient pas des articles prudents ou des réunions privées. Ce seraient des chiffres rouges hurlants, un déluge d'appels téléphoniques et des nuits sans sommeil. J'ai posé le téléphone et fixé le plafond taché. Estevao avait voulu me voir à genoux, suppliant. Maintenant, je ne le voulais pas à genoux. Je voulais seulement qu'il comprenne ce qu'est la sensation de perdre le contrôle. Les nouvelles officielles sont tombées le mardi matin. Fini les analyses prudentes ou les commentaires anonymes. Ce fut un avis concis de la plus grande banque commerciale finançant le projet Porto Nord. Ils ont exigé que le groupe Brno fournisse des garanties supplémentaires sous 10 jours ouvrés. Dans le cas contraire, ils ajusteraient la limite de crédit de l'entreprise. La nouvelle n'occupait qu'un petit coin de la section affaires. Mais, parmi les investisseurs, ce fut comme une cloche métallique sonnant dans une pièce silencieuse. Je me suis assise dans mon humble chambre et j'ai lu la nouvelle sur mon portable. À mes côtés, l'eau bouillait dans une petite casserole. Je n'ai pas souri. J'ai simplement posé le téléphone, levé le couvercle et ajouté une pincée de sel à l'eau. Mon apparence extérieure devait encore être humble. Le matin, j'ai encore marché jusqu'au coin de la rue et acheté un pain grillé pour quelques raies. J'ai encore payé en espèces et j'ai encore baissé la tête pour dire merci. La moto grise était encore garée à quelques dizaines de mètres. L'homme au casque feignait encore de regarder son téléphone. Je savais qu'il avait aussi lu les nouvelles ce matin. Je savais que quelque part Estevao commençait à recevoir des appels téléphoniques inconfortables. L'atmosphère au 32e étage était complètement différente. Ce n'était plus de la surveillance prudente, mais de l'action confiante. Héctor Vasconcelos a convoqué une réunion d'urgence avec l'équipe d'analyse. La banque a émis un avertissement, a-t-il dit sèchement. Nous maintiendrons notre décision de suspendre le déblocage. L'un des membres de l'équipe a demandé. Et s'ils fournissent les garanties supplémentaires? J'ai parlé. C'est une possibilité. Mais, s'ils le font, leur coût de capital augmentera, et un coût plus élevé mettra encore plus de pression sur la rentabilité. Héctor m'a regardé. Quelle est selon vous leur prochaine étape? J'ai répondu sans hésiter, soit ils vendront plus de leurs actions, soit ils chercheront un financement à court terme à taux d'intérêt élevé. Et s'ils choisissent la dernière option, les paiements d'intérêt commenceront à dévorer les profits, avant même que le projet ne soit opérationnel. La salle est restée silencieuse, quelques secondes. Personne n'a contesté. Cet après-midi-là, Taina m'a envoyé une série de SMS. Esteban vient de tenir une réunion d'actionnaires. Il a déclaré que tout est sous contrôle. Il rencontrera un groupe d'investisseurs privés ce soir. J'ai lu les messages et rassemblé les pièces dans ma tête. Esteban n'était pas le genre à montrer de la panique devant les autres. Il maintiendrait son image confiante jusqu'au dernier moment, mais je le connaissais. Acculé, il avait tendance à accélérer plutôt qu'à reculer. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné. C'était le numéro d'Esteva. J'ai fixé l'écran quelques secondes avant de répondre. Ah Lara. Sa voix n'était plus aussi brusque qu'avant, mais il était clair qu'il essayait encore de garder le contrôle. Tu as vu les nouvelles ce matin? J'ai lu le journal. Ce n'est rien, a-t-il dit rapidement. Juste une question de procédure. Je suis resté en silence. Tu ne me crois pas, a-t-il dit. Il ne m'appartient pas de croire ou de ne pas croire, ai-je répondu calmement.
Je suis juste une personne inquiète de payer son loyer. Il a lâché un soupir irrégulier. Ah Lara, si tu veux revenir, je peux arranger un endroit pour toi. J'ai marqué une pause. Revenir pour faire quoi? Au moins tu ne vivrais pas comme ça. J'ai regardé autour de la petite chambre, les murs humides, le ventilateur bruyant. Je m'en sors très bien, et je dis lentement. Et je ne veux pas revenir. La ligne est restée silencieuse quelques secondes. Tu as changé, a-t-il dit. Peut être, ai-je répondu. Ou peut être que je n'ai simplement plus peur. J'ai raccroché avant que la conversation ne dérive vers un territoire émotionnel. Inutile. 2 jours plus tard, la deuxième nouvelle est tombée. Un grand investisseur privé a annoncé qu'il se retirait du projet Porto Nord, citant une restructuration de portefeuille. Le marché a interprété cela comme un signe de perte de confiance. Sur le marché secondaire, la valeur des actions du groupe Renault a commencé à chuter. Cette fois, ce ne fut pas un déclin doux, mais une chute brutale. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné sans cesse. C'était Estevao. J'ai fixé l'écran quelques secondes avant de répondre. À Lara. Sa voix était plus rauque qu'avant. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de sortir du travail. Tu as vu? A-t-il demandé. Sa voix tendue comme une corde de violon. Le prix des actions s'est effondré. J'ai vu la nouvelle, et je répondu. Es-tu satisfaite? Maintenant? Je suis resté en silence quelques secondes. Je n'ai jamais eu pour objectif de te satisfaire ou de te décevoir. Il a lâché un soupir irrégulier. À Lara, je peux tout perdre. J'ai aussi tout perdu, et je dis, lentement. La différence est que je n'avais personne à qui implorer. L'autre côté de la ligne est devenu silencieux. Je l'ai entendu respirer profondément, et de manière tremblante. Il a continué, si tu es impliqué, arrête. Je m'occuperai des problèmes de ta famille. Je paierai même la dette de tes parents. J'ai souri faiblement. Tu penses pouvoir acheter mon silence avec de l'argent? Tu es juste en colère maintenant. Je ne suis pas en colère, ai-je répondu. Je n'ai simplement plus peur. J'ai raccroché. Pour la première fois depuis le divorce, j'ai entendu une faille claire dans sa voix. Ce n'était pas un avertissement ou une proposition. C'était le dernier souffle désespéré d'un homme essayant de se raccrocher à quelque chose qui glissait entre ses doigts. Le lendemain matin, la nouvelle officielle est tombée. Le partenaire étranger suspendait temporairement tous les transferts de fonds, jusqu'à ce qu'une révision indépendante soit terminée. Cela signifiait que le flux de trésorerie du projet était presque complètement coupé. Une troisième banque a annoncé qu'elle réévaluerait toute sa ligne de crédit. Au 32 étage, Héctor Vasconcelos fixait le graphique rouge brillant sur l'écran. Une réaction en chaîne, a-t-il dit. Cela arrive plus vite que je ne le pensais. J'ai regardé mes mains. Je ne me sentais pas heureuse. Je sentais simplement que tout suivait la logique du marché. Quand la confiance disparaît, personne ne veut être le dernier à tenir l'action. En fin d'après-midi, ma mère a appelé. À Lara, ses parents sont encore venus. Sa voix tremblait. Ils ont dit, l'entreprise est en difficulté à cause de toi. J'ai serré le téléphone avec force. Maman, écoute-moi. Personne ne peut me blâmer légalement pour ça. N'aie pas peur. Mais ils ont dit que si l'entreprise faisait faillite, notre maison ne serait pas non plus en sécurité. J'ai respiré profondément. C'est juste pour te faire peur et faire pression sur moi. Fais-moi confiance. Ma mère est restée silencieuse quelques secondes. Je te fais confiance. J'ai raccroché, le cœur plus lourd que jamais. Je savais qu'à mesure que les choses devenaient désespérées, Esteban essaierait d'appliquer une pression psychologique. Mais, cette fois, je n'étais pas seul. Cette nuit-là, j'ai envoyé un message par le téléphone jetable. Préparez-vous à libérer les informations sur la filiale intermédiaire si nécessaire. Attendez, pour l'instant. La réponse fut « Prêt ». Je me suis tenu près de la fenêtre de ma chambre, regardant les lumières distantes. Je me suis souvenu des jours où je me tenais près de la fenêtre de notre manoir, attendant qu'Estevo revienne de ses réunions. À cette époque, je croyais que son succès était le succès de notre famille. Je n'avais jamais rêvé qu'un jour, je serais celle témoignant de ce succès commençant à s'effondrer. Le lendemain matin, la chute réelle a commencé. Un gros actionnaire a annoncé qu'il vendait toute sa participation dans le groupe Renault. La nouvelle s'est propagée comme un feu de forêt et le prix des actions a continué sa chute libre. Les forums financiers ont commencé à mentionner ouvertement le projet Porto Nord par son nom. Mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Estevao, mais Héctor Vasconcelos. Venez dans mon bureau. Je suis entré. Il se tenait près de la fenêtre. C'est le moment décisif. Si l'information sur la filiale intermédiaire fuite, ce sera le coup final. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je veux que vous
Considériez, a-t-il répondu, que parfois un bâtiment s'effondre tout seul, sans autre poussée. Je suis resté en silence. Je savais qu'il ne parlait pas seulement de profit. Il me demandait si j'allais franchir cette ligne finale. Cette nuit-là, Esteban a rappelé. Cette fois, il n'a pas fait de détour. Alara, je veux discuter personnellement. Nous n'avons plus rien à nous dire. Tu m'encules. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je veux que tu comprennes que personne n'est au-dessus des lois du marché. Tu penses que c'est juste? Je ne suis simplement pas en train de te sauver, ai-je dit de nouveau. Il y a une différence. La ligne est devenue muette. La réaction en chaîne avait déjà commencé et je savais que je fasse pression plus ou non, le jeu était déjà entré dans un stade irréversible. Ce matin-là, le ciel sur São Paulo était gris, comme si toute la ville retenait son souffle avant une grande tempête. En entrant aux 32 étages, je pouvais sentir un type d'urgence différent. Personne ne parlait fort, mais les téléphones n'arrêtaient pas de sonner et les emails de mise à jour arrivaient à chaque instant. Le panneau du marché sur le grand écran affichait un rouge familier. Le prix des actions du groupe Brno continuait son déclin marqué. Ce n'était plus une fluctuation normale. C'était une chute imparable. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le dernier rapport de mise à jour. Une ligne ressortait, demande officielle de restructuration d'emprunt sous 7 jours. En finance, 7 jours peuvent être la ligne entre la vie et la mort. Héctor Vasconcelos est sorti d'une salle de conférence. Son regard était calme, mais plus aiguisé que d'habitude. Mademoiselle Vance, a-t-il appelé doucement. Je me suis levé et l'ai suivi dans son bureau. Le partenaire étranger s'est retiré complètement, a-t-il dit. Ce n'est plus une révision. J'ai acquiescé, alors leur flux de trésorerie est pratiquement coupé. Il m'a regardé. Quelle est selon vous leur prochaine étape? J'ai respiré profondément. Soit il essaiera de trouver un investisseur stratégique de dernière minute, soit il vendra un actif important à prix cassé. Et si personne n'achète, et je dis, lentement, le bâtiment s'effondrera tout seul. L'air dans le bureau semblait lourd comme du plomb. Il ne s'agissait plus de stratégie. Il s'agissait de survie. Cet après-midi-là, Taina m'a appelé au lieu d'envoyer un SMS. Sa voix était urgente. Alara, les choses vont très mal. Esteban a été réprimandé publiquement par les actionnaires. Il y a même des demandes pour sa démission en tant que PDG. Je suis resté en silence quelques secondes. Comment a-t-il réagi? Il a été en réunion à huis clos toute la matinée. J'ai entendu dire que la banque a exigé de le rencontrer directement. J'ai posé le téléphone. Dans mon esprit, ce n'était plus l'image de cet homme, arrogant, mais d'une personne essayant désespérément de se raccrocher au dernier fragment restant. À 15h00, mon téléphone a sonné. C'était le nom d'Estevão. Je savais que cet appel serait différent de tous les autres. J'ai répondu, Alara. Sa voix était rauque, tu as fait ça. Je n'ai pas nié. J'ai simplement divulgué la vérité. Tu savais quel serait le résultat. Je savais. Il a lâché un soupir. Irrégulier. La banque vient de me notifier. Si je ne parviens pas à garantir le collatéral sous 3 jours, ils actionneront la clause d'exigibilité anticipée de l'emprunt. Je suis resté en silence. Alara. Sa voix a baissé. Je suis vraiment en train de t'implorer. J'ai entendu le mot implorer clairement. Ce n'était plus un murmure dans un café. C'était une admission officielle. Tu peux pas leur dire de me donner plus de temps? Je ne peux pas les contrôler, ai-je dit lentement. Tu aurais dû te contrôler toi-même. J'avais tort. Sa voix a flanché. J'ai été trop confiant. J'ai regardé par la fenêtre du bureau la ville qui bougeait comme d'habitude. Tu as dit que tu voulais voir comment je survivrais avec rien, lui ai-je rappelé. Maintenant tu ressens cela. Seul le son de sa respiration haletante est venu de l'autre côté. Alara, je ne peux pas supporter ça. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi s'est souvenue des premiers jours de notre mariage quand nous parlions du futur ensemble. Mais cette mémoire n'était pas suffisante pour changer le présent. Je ne t'ai pas brisé, ai-je dit clairement. Tu as choisi ce chemin pour toi-même. J'ai raccroché. Le soir, la notification officielle de la banque fut rendue publique. Si un plan de garantie supplémentaire n'était pas présenté sous 3 jours, l'emprunt serait classé en défaut et traité selon le contrat. C'était pratiquement une condamnation à mort pour l'entreprise. Je me suis assise dans ma petite chambre à peine observant l'écran de mon portable s'allumer sans cesse. Nouvelles, commentaires, analyses. Le nom d'Esteban Croft était sur tous les forums financiers. Ma mère a appelé. Alara, c'est devenu si grand. Tu vas bien? J'ai souri légèrement. Je vais bien, maman. Ma mère est restée silencieuse quelques secondes avant de dire doucement, je ne te blâme pas. J'ai serré le téléphone avec force. Je voulais seulement que nous arrêtions d'avoir peur. J'ai raccroché et fixé le plafond. Le jour de la révélation était fini.
L'échiquier n'était plus caché. Quelque part dans cette ville, Esteban était assis au milieu d'une tempête d'appels téléphoniques, de demandes de paiement et de regards suspects. Et j'étais assise dans ma chambre de 10 mètres carrés, écoutant le bourdonnement du ventilateur. Je n'avais plus besoin de jouer à la pauvre, mais j'ai décidé de rester ici jusqu'à ce que tout soit bel et bien terminé. Le jour de la révélation était passé, et, désormais, tout se manifesterait non pas comme une pression psychologique, mais comme des conséquences dans le monde réel. Les 3 jours donnés par la banque étaient comme un chronomètre suspendu, au-dessus de la tête d'Estevão. Même si on ne pouvait pas le voir, tout le monde pouvait sentir son tic-tac pesant. Le temps n'attendait personne. Les 3 jours n'étaient pas pour le salut, mais simplement pour confirmer ce qui était sur le point d'arriver. Le premier de ces 3 jours, je suis entré au 32 étage avec un état d'esprit complètement différent. Je n'étais plus une personne faisant des pas prudents, je n'étais plus quelqu'un attendant une réaction. L'échiquier avait été renversé, et j'observais simplement pour voir quelle pièce tomberait la première. Héctor Vasconcelos était dans la salle de conférence. L'écran affichait le statut le plus récent du flux de trésorerie du groupe Brno. Ils essaient de vendre une propriété de réserve à l'intérieur de São Paulo, a-t-il dit. Mais, le prix demandé est presque 10% en dessous de la valeur de marché. J'ai regardé le graphique et dit. Quand on est désespéré de cash, on ne peut pas négocier. Le prix. Il a acquiescé. Mais l'acheteur sait aussi qu'ils sont désespérés. Cela signifiait que, même s'ils vendaient les terres, l'argent serait loin d'être suffisant pour boucher le trou de liquidité. À l'heure du déjeuner, Taina a envoyé un SMS. Estevão court partout. Il a rencontré 2 grands investisseurs ce matin. Un espoir? J'ai répondu. On a entendu dire qu'ils exigeaient un changement de direction comme condition pour l'investissement. J'ai respiré lentement. Un changement de direction. Cela signifiait qu'Estevão perdrait le contrôle de l'entreprise qui était comme son propre fils. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. C'était Estevão. Je savais que cet appel serait différent. J'ai répondu, à Lara. Sa voix était visiblement fatiguée. J'ai vendu presque tous mes biens personnels. Je suis resté en silence. Mais ce n'est pas encore suffisant. Je te l'ai dit, ai-je répondu. Légèrement. Ce n'est pas moi qui crée cette pression. Arrête, m'a-t-il coupé. Je sais que j'avais tort. Je sais que j'ai été trop confiant. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que, si on recouvre la dette, je ne suis pas le seul à tomber. Des centaines d'employés perdront leur travail. Ces mots ont touché un point sensible. J'y avais pensé. Je ne voulais pas que des innocents deviennent des victimes. As-tu un plan de restructuration? Ai-je demandé sans détour. Il a parlé vite. J'en ai un, mais j'ai besoin de plus de temps. Le temps ne s'achète pas avec des promesses, ai-je répondu. Tu dois prouver qu'il y a une possibilité de recouvrement. La ligne est devenue muette. Tu peux leur dire que j'ai un plan clair? J'ai respiré profondément. Je ne peux pas attester d'un plan que je n'ai pas vu. Je vais t'envoyer la proposition, a-t-il dit précipitamment. J'ai juste besoin que tu y jettes un coup d'œil. J'ai accepté, non pas parce que je voulais le sauver, mais parce que je voulais savoir s'il avait réellement appris quelque chose de cette crise. Cette nuit-là, j'ai reçu un email. C'était un plan de restructuration de presque 30 pages. J'ai lu ligne par ligne dans ma chambre silencieuse. La proposition incluait des mesures de réduction des coûts, la vente d'actifs non essentiels et la nomination d'un cadre indépendant au conseil d'administration. Ce n'était pas un plan parfait, mais au moins ce n'était plus des paroles en fait. L'air. Le deuxième jour, j'ai apporté le plan à Héctor Vasconcelos. Il a concocté un plan, ai-je dit. Il l'a examiné. C'est un pari risqué, a-t-il évalué. Mais ce n'est pas impossible. Je l'ai regardé. S'il y a une feuille de route claire, y a-t-il une chance pour que les banques lui donnent plus de temps? Il est resté en silence quelques secondes. C'est possible, mais ils exigeront une supervision très rigoureuse. C'est le prix qu'il doit payer, ai-je répondu. Cet après-midi-là même, la nouvelle s'est répandue que le groupe Brno était en négociation avec un nouveau groupe d'investisseurs sous condition d'un changement dans la structure de direction. Le prix des actions a cessé de chuter, mais n'est pas remonté. Le marché a commencé à attendre. Cette nuit-là, Estevão a appelé à nouveau. À Lara. Sa voix n'était plus aussi urgente qu'avant. Je sais que tu as vu le plan. Je l'ai vu. Qu'en penses-tu? Je pense que tu as enfin compris que tu ne peux pas tout contrôler seul. Il a lâché un soupir léger. J'ai tellement perdu. J'ai aussi perdu, ai-je dit. La différence est que j'ai appris de ce que j'ai perdu. L'autre côté est resté tranquille. Je vais accepter le changement de direction, a-t-il dit lentement. Je n'ai plus le choix. Le 3e jour est arrivé plus vite que je ne le pensais. Le matin, la banque principale a annoncé officiellement qu'elle considérait une extension du délai
Si l'entreprise soumettait un plan de restructuration impliquant de nouveaux investisseurs et un conseil indépendant. Ce ne fut pas un pardon, mais ce fut une ouverture étroite. Au 32 étages, Héctor Vasconcelos m'a regardé. Voulez-vous que nous soutenions l'extension? J'ai regardé par la fenêtre la ville sous un nouveau soleil. Si le plan est strictement supervisé et complètement transparent, je pense qu'il devrait recevoir une chance. Il a acquiescé. Ce n'est plus une affaire personnelle. J'ai souri faiblement. Non, ça ne l'est pas. Cet après-midi-là, Estevão m'a envoyé un SMS court, la banque a accepté de réviser l'extension. J'ai lu le message, le cœur pas aussi lourd qu'avant. Non, pas parce qu'il était complètement hors de la crise, mais parce qu'il avait dû payer le prix de son contrôle et de sa réputation. Les 3 jours finaux sont terminés, non pas par un effondrement total, mais par une lueur d'opportunité. Mais cette opportunité n'appartenait plus à l'arrogance. Elle appartenait à la responsabilité. Je me suis assise dans ma petite chambre, écoutant le bruit régulier du ventilateur. Je savais qu'à partir de maintenant, l'histoire coulerait dans une direction différente. Ce n'était plus une guerre de pression, mais une question de savoir comment les gens se relèvent après avoir touché le fond. L'impasse s'est terminée non pas par le fracas d'un effondrement, mais par l'ouverture d'une porte assez large pour laisser passer l'air. L'entreprise d'Estevão n'a pas fait faillite immédiatement, mais ce n'était plus l'empire confiant de jadis. Le marché avait vu ses fissures. Les banques ont imposé des conditions et les nouveaux investisseurs ont exigé une refonte complète. Désormais, chacun de ses pas serait surveillé. Ce matin-là, je suis allé travailler au 32 étage avec une sensation étrange. Ce n'était pas une sensation de victoire, ni de soulagement. C'était juste le calme après le passage d'une tempête. Héctor Vasconcelos regardait un rapport, mis à jour quand je suis entré dans sa salle. La banque a accepté une extension de 30 jours, a-t-il dit, sous condition qu'un conseil indépendant soit nommé cette semaine. J'ai acquiescé. Il devra céder le contrôle. Il m'a regardé. Pensez-vous qu'il puisse accepter cela? Je pense qu'il n'a plus le choix, ai-je répondu. Il n'y avait pas d'ombre de malice dans ma voix. C'était simplement la réalité, quand on touche le fond, soit on abandonne, soit on accepte le changement. Cet après-midi-là même, la nouvelle officielle fut divulguée qu'un PDG intérimaire extérieur à l'entreprise avait été nommé. Le marché a réagi avec prudence. Le prix des actions a cessé de tomber et a fluctué légèrement. Personne ne pouvait rien dire avec certitude, mais au moins la chute libre avait été freinée. Le soir, Taina a appelé. Estevão semble différent, a-t-elle dit doucement. Différent comment? Je ne l'ai jamais vu aussi calme. J'ai regardé le plafond de ma chambre. Les vieilles taches de moisissure commençaient à sécher. Peut être apprend-il à écouter, ai-je répondu. Ou peut être est-il juste épuisé, a soupiré Taina. Alara, tu vas bien? Je vais bien, ai-je dit, honnêtement. Et, pour la première fois depuis que tout cela a commencé, j'ai réalisé que je n'étais plus affecté par chacun de ces mouvements. Mon cœur ne martelait plus, quand j'entendais de mauvaises nouvelles. Et je ne passais plus la nuit éveillé, à attendre des mises à jour. J'ai joué mon rôle. Le reste était ça. Responsabilité. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email d'Estevão. Pas un appel, pas un SMS. Court, mais un long email. Il écrivait qu'il avait signé l'accord de restructuration, accepté la réduction de son contrôle et consenti à avoir un comité de supervision indépendant surveillant tous les flux de trésorerie. Il n'a blâmé personne. Il n'a pas mentionné mon nom. Il a simplement écrit une phrase à la fin. Je comprends maintenant ce que signifie perdre le contrôle. J'ai lu l'email dans mon bureau au milieu des lumières blanches et du son rythmique des claviers. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai simplement laissé être, comme une confession tardive. L'après-midi, Héctor Vasconcelos m'a appelé dans sa salle. Voulez-vous continuer à surveiller ce projet? A-t-il demandé. Je pense que mon rôle ici est terminé, ai-je répondu. Il m'a regardé d'un air interrogateur. Vous voulez pas voir jusqu'à la fin? J'en ai vu assez, ai-je dit lentement. Le reste est un processus de recouvrement, pas d'effondrement. Il a fait un petit signe de tête. Vous avez grandi. J'ai souri. Peut être que je ne suis simplement plus dans l'obscurité. Cette nuit-là, je suis retourné dans ma chambre plus tôt que d'habitude. La ruelle familière était encore agitée, le son d'enfants jouant, le pétarade d'une moto, l'odeur de nourriture d'un petit restaurant. Je me suis tenu devant ma porte et j'ai regardé autour. Cet endroit avait été un jour la scène de ma performance de pauvreté. Maintenant, c'était juste un abri temporaire. Je me suis assise sur le lit de métal et j'ai ouvert ma vieille valise. Elle contenait encore seulement quelques vêtements simples, mais je savais que ma vie n'était plus contenue dans cette valise. Mon téléphone a sonné. C'était Estevão. J'ai répondu, Alara. Sa voix était basse, plus tendue.
Je viens de finir de tout signer. Je sais. J'aimerais te voir. Je suis resté en silence. Quelques secondes. Pourquoi? Je veux te remercier. J'ai froncé légèrement les sourcils. Me remercier pourquoi? Pour ne pas m'avoir poussé totalement dans l'abîme. J'ai lâché un soupir léger. Je ne t'ai pas sauvé. Je sais, a-t-il répondu. Mais tu aurais pu choisir un chemin différent. J'ai regardé par la fenêtre. Le réverbère jaune jetait une longue ombre sur le mur. Qu'as-tu appris, ai-je demandé. Quelques secondes de silence. Que l'argent ne résout pas toujours tout, a-t-il dit lentement. Et que tout le monde n'a pas besoin de moi. Je n'ai pas répondu immédiatement. C'est suffisant, ai-je finalement dit. Nous sommes pas rencontrés. Nous n'en avions pas besoin. Cette conversation fut suffisante pour clore un chapitre. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au bureau. Je suis sorti sur le balcon, au 32e étage et j'ai regardé le quartier financier. La ville était agitée comme toujours. Personne ne savait qu'un empire avait été au bord de l'effondrement. Personne ne savait qu'une femme, jadis considérée comme rien, avait été derrière le mouvement. Mais cela n'importait plus. J'ai réalisé que je ne voulais plus me définir par la chute de quelqu'un d'autre. Je voulais me définir par le chemin devant moi. Cette nuit-là, j'ai remballé ma chambre à peine. J'ai plié la couverture fine, retiré les cintres et nettoyé la table en plastique. En voyant la chambre se vider, mon cœur a semblé plus léger que prévu. Ce n'était pas seulement Esteban qui avait changé après avoir touché le fond. J'avais aussi changé. J'ai quitté cet édifice par un matin clair. Il n'y a pas eu de larmes, ni de scène dramatique. J'ai simplement tiré ma vieille valise, je suis sorti de la ruelle. Et je me suis arrêté un moment pour regarder autour une dernière fois. Cela avait été la scène de ma pièce, l'endroit qui m'avait entendu soupirer en lisant des rapports jusque tard dans la nuit. L'endroit qui avait été témoin de la pression montant. Mais maintenant, c'était juste une station par laquelle j'étais passé. Je ne suis pas retourné à l'ancien manoir. Je n'ai pas cherché un endroit luxueux. J'ai choisi un appartement petit et silencieux près du centre avec une bonne luminosité. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour me rappeler que je pouvais choisir où j'habitais. Au 32e étage, mon rôle a aussi changé. Le projet Porto Norte n'était plus le centre de ma vie quotidienne. Le nouveau conseil était en place, le flux de trésorerie était strictement surveillé et le marché, bien que pas aussi chaud qu'avant, se stabilisait graduellement. Un après-midi, Heitor Vasconcelos m'a appelé dans sa salle. Vous avez réalisé un grand travail, a-t-il dit. Je n'y pense pas comme à une victoire, ai-je répondu. Vous avez raison, a-t-il acquiescé. Il s'agit d'équilibre. J'ai compris ce qu'il voulait dire. En finance, l'équilibre est plus important que gagner ou perdre. Avez-vous envisagé d'accepter un poste permanent dans le fonds? A-t-il continué. Je suis resté en silence quelques secondes. J'ai besoin d'un temps pour réfléchir. Il a souri. Cette fois, le temps est à vous. Avec ces mots, je me suis soudain rendu compte, pour la première fois, depuis des années, je n'étais plus poussé par les circonstances. J'avais le droit de choisir. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS de Taïna. Esteban a donné une conférence de presse interne. Il a admis ses erreurs de gestion. J'ai lu le SMS sans aucune agitation émotionnelle. À quoi ressemblait-il? Ai-je répondu. Pas comme avant. Il a perdu beaucoup de son agressivité. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé du balcon de mon nouvel appartement. La ville était inchangée sous les lumières, mais j'avais changé. 2 jours plus tard, Esteban a envoyé un SMS court. La dette de ta famille a été totalement payée. J'ai regardé le message pendant un long moment. Non pas parce que j'étais ému, mais parce que j'ai compris que c'était sa manière de fermer un cercle. Je l'ai rappelé. Tu n'avais pas besoin de faire ça. J'en avais besoin. Sa voix était calme. Ce n'était pas pour obtenir quelque chose. C'était juste une responsabilité. J'ai respiré profondément. Merci. Juste ces 2 mots, rien de plus. Nous ne nous sommes plus parlé. Au bureau, j'ai commencé à travailler sur un nouveau projet, aidant des entreprises plus petites à construire des structures financières durables pour éviter le genre de crise de liquidité dont j'avais été témoin. J'ai réalisé que je voulais utiliser cette expérience pour aider d'autres à éviter de tomber dans un tourbillon semblable. Un matin, alors que je faisais une présentation pour un groupe d'une jeune start-up, j'ai soudainement vu mon ancien moi en ED. Gens qui faisaient tellement confiance à un individu qu'ils oubliaient les systèmes et les risques. Je leur ai dit quelque chose que j'avais moi-même dû apprendre à un coût très élevé. Ne misez jamais tout votre avenir sur une seule personne, peu importe à quel point elle est brillante. Ces mots n'étaient pas seulement pour eux. Ils étaient pour le moi d'il y a 8 ans. Le week-end, j'ai été invité à parler lors d'une grande conférence financière. Mon nom était sur la liste des conférenciers en tant qu'experte en analyse de risque. Quand je suis monté sur scène sous les lumières blanches, je ne me suis plus senti comme si j'étais dans l'ombre de quelqu'un.
J'étais par moi-même, et je n'avais pas peur. Après la conférence, les gens sont venus me serrer la main. Parmi eux se trouvait un visage familier. C'était Estevo. Il portait un costume simple, sans aucune trace d'ostentation. « Bonjour » a-t-il dit. « Bonjour » ai-je répondu. Nous étions face à face dans la foule. Il n'y avait plus de tension, ni de colère. « J'ai entendu ta présentation » a-t-il dit. C'était très clair. Je parlais juste de ce que j'ai appris. Il a acquiescé. J'apprends aussi de nouveau. Je l'ai regardé quelques secondes. Je suis heureuse d'entendre cela. Nous n'avons rien dit de plus. Il n'y avait pas besoin d'excuses ou de remuer le passé. Certaines choses étaient assez comprises sans être répétées. En sortant du hall de convention, je me suis arrêté sur les marches et j'ai respiré profondément l'air de la nuit. Je me suis souvenu de ce jour dans le couloir froid du tribunal tenant le jugement de divorce. Depuis lors, tout avait été une courbe marquée. Je n'étais plus une femme qui tremblait devant les menaces. Je n'étais plus une personne vivant pour prouver quelque chose à quelqu'un. Je suis descendu les marches et me suis mélangé à la foule. La ville était encore illuminée, les voitures bougeaient encore et la vie continuait. Mais, pour moi, c'était le premier moment où je marchais réellement vers la lumière. Pas hors de l'ombre de quelqu'un d'autre, mais à partir de la mienne propre. J'avais pensé que ce voyage se terminerait par une grande explosion avec un côté complètement détruit et l'autre victorieux au sommet. Mais en sortant du hall de convention cette nuit-là, j'ai compris que tout ne suit pas le script d'un film. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, ni de plan dramatique de vengeance. Il y a eu simplement des gens qui ont atteint leurs propres limites et ont été forcés de changer. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie a ralenti vers un nouveau rythme, étrange. Fini les appels téléphoniques incessants au milieu de la nuit. Fini les graphiques rouges brillants dominant l'écran. Je travaillais encore au fond, mais je n'étais plus focalisé sur le projet Porto Nord. J'ai été désigné pour diriger l'équipe d'évaluation de risque pour de nouveaux investissements. Le travail exigeait une froideur absolue et de l'objectivité, et, pour la première fois, je me suis vu faisant cela calmement, sans mélanger de sentiments personnels. Un certain matin, Héctor Vasconcelos est venu à mon bureau. « Avez-vous pensé à mon offre » a-t-il demandé. Il s'agissait du poste permanent. Je l'ai regardé, et j'ai acquiescé. « Oui, j'accepte » ai-je dit. Ce n'est pas pour le titre ou pour l'argent. C'est parce que je sais que je suis prête à être à ce poste, plus, dans l'ombre de personne. À cette même époque, les nouvelles sur l'entreprise d'Estevan se sont stabilisées graduellement. La nouvelle gestion a pris des décisions plus prudentes. Certains projets ont été réduits et certains actifs vendus pour réduire la pression de la dette. Il n'y avait plus de plan d'expansion clinquant ou de conférences de presse vantardes. Au lieu de cela, il y a eu une restructuration silencieuse. Taina me donnait encore occasionnellement des mises à jour. Estevo n'apparaît plus autant dans les médias, a-t-elle dit lors d'un appel. Il passe la majeure partie de son temps sur des affaires internes. Elle ne pouvait pas le voir, mais j'ai acquiescé. Peut-être avait-il compris la valeur de la durabilité. Taina est restée silencieuse quelques secondes avant de demander « As-tu déjà eu des regrets ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. « Non » ai-je dit, mais je n'en suis pas non plus fier. C'était la vérité. Je n'étais pas heureuse de voir l'homme qui fut un jour mon mari, humilié, mais je ne regrettais pas d'avoir protégé moi-même et ma famille. Un après-midi, alors que je préparais des documents de réunion, mon téléphone a sonné. Le nom d'Estevan est apparu sur l'écran. Je l'ai fixé quelques secondes, avant de répondre. À Lara. Sa voix était calme. J'aimerais faire un repas. Pourquoi ? Ce n'est pas pour m'excuser ou parler d'affaires. Il a marqué une pause. Juste un repas. Je suis resté en silence. Je pense que nous avons déjà dit tout ce que nous avions besoin de dire. Peut-être, a-t-il dit. Mais certaines choses ont besoin d'être dûment closes. J'ai réfléchi quelques secondes. Très bien, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant, pas le genre d'endroit luxueux où il avait l'habitude de donner des fêtes extravagantes. Estevan était là le premier. Quand je suis entré, il s'est levé un geste poli, que je n'avais pas vu de lui depuis longtemps. Merci d'être venu, a-t-il dit. Je suis venu pour écouter, ai-je répondu. Le repas s'est déroulé sans scène dramatique. Il a parlé du processus de restructuration, du fait d'avoir dû apprendre à écouter les opinions du conseil, de la sensation de perdre le contrôle et de passer graduellement à l'accepter. J'avais l'habitude de penser que je ne pouvais pas avoir tort, a-t-il dit lentement. Maintenant je sais où j'ai fauté. Et je sais que je t'ai blessé. Sa voix a baissé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'ai posé ma fourchette. Je ne vis plus avec de rancœur, ai-je dit. Mais je ne vais pas non plus revenir. Il a acquiescé. Je comprends. Nous n'avons pas touché au passé. Nous n'avons pas mentionné les paroles dures,
les nuits froides, les regards de mépris. Certaines choses étaient mieux, laissées là où elles étaient tombées. Quand le repas fut fini, il m'a regardé, à la porte du restaurant. « J'espère que tu trouveras la paix », a-t-il dit. « Toi aussi ?» ai-je répondu. Je me suis éloigné sans regarder en arrière, non par froideur, mais parce que je savais que j'avais véritablement fermé le livre sur tout. De retour à mon appartement, j'ai ouvert les portes du balcon pour laisser entrer l'air de la nuit. Je me suis souvenu des premiers jours après avoir quitté notre maison, mon esprit plein de confusion et d'auto-accusation. Si quelqu'un à cette époque m'avait dit que je serais là où je suis aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Maintenant, tout n'était plus à propos de guerre ou de vengeance ou de prouver un point. C'était juste le voyage de deux personnes qui furent un jour entremêlées, qui s'étaient blessées et qui maintenant grandissaient. J'ai regardé les rues illuminées, écoutant le son distant « voiture ». La vie continuait, sans s'arrêter pour personne, et je savais que la partie finale de cette histoire n'était pas à propos de l'effondrement, mais à propos de la perception. Certaines tempêtes passent pour détruire. Certaines tempêtes passent pour faire que les gens construisent de nouveau à partir de zéro. Mais certaines tempêtes visent non pas les maisons ou l'argent, mais l'arrogance et les illusions que nous construisons pour nous-mêmes. Quand ma tempête s'est finie, je n'étais pas sur des ruines. J'étais au milieu d'un terrain vide, capable de décider par moi-même quoi construire ensuite. Un certain matin, vers la fin de l'année, j'étais dans mon nouveau bureau au fonds d'investissement. La petite plaque avec mon nom sur le bureau était sans prétention, mais c'était assez pour me rappeler que j'avais parcouru un long chemin. Je n'étais plus l'épouse négligée de mon ancien mariage. Je n'étais plus la personne qui calculait silencieusement chaque pas pour renverser le jeu. J'étais juste moi-même, une personne avec de l'expérience, des cicatrices et un calme forgé dans la tempête. Le projet Porto Nord s'est stabilisé graduellement. Il n'y a plus eu de plan, d'expansion imprudent ou d'articles louant des taux de croissance incroyables. Au lieu de cela, il y a eu des rapports financiers clairs, des réunions régulières de supervision et un progrès lent, mais constant. Je n'étais plus impliqué directement dans le projet, mais je lisais parfois les rapports, non par curiosité, mais parce que je voulais voir si les leçons avaient été dûment appliquées. Un après-midi de week-end, je suis allé rendre visite à ma mère. La petite maison était la même, mais le visage de ma mère semblait beaucoup plus relaxé qu'avant. « Tu sembles si différente ces derniers temps », a-t-elle dit alors que nous étions assises à prendre le thé. « Comment ça ? Plus confiante, mais plus aussi lourde. » J'ai souri. Peu, ai-je finalement appris à laisser les choses partir. Ma mère m'a regardé longtemps. Laisser partir est une bonne chose, mais ne laisse pas ton cœur s'endurcir. J'ai acquiescé. J'ai compris ce qu'elle voulait dire que d'être passé par la douleur ne devrait pas signifier fermer mon cœur. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS d'Estevao. Ce ne fut pas une demande d'excuse ou une proposition. Ce fut juste une photo d'une salle de réunion de l'entreprise avec la phrase « Première réunion avec le nouveau conseil. Apprentissage à partir de zéro ». J'ai regardé la photo quelques secondes avant de répondre. Sois patient. Ce fut tout. Rien de plus, rien de moins. Je n'ai plus ressenti un sursaut ou de l'inconfort quand son nom est apparu sur mon écran, juste une sensation de paix. Ma vie ne tournait plus autour de prouver quelque chose. J'ai commencé à libérer du temps pour les choses que j'avais laissées de côté. J'ai fait un cours avancé en gestion de risque. Le soir, au lieu de fixer des graphiques d'action, je lisais des livres. Je sortais courir chaque matin, sentant mon propre battement de cœur au lieu de la volatilité du marché. Une fois, un jeune collègue m'a demandé « N'avez-vous plus peur de l'échec ?» J'ai réfléchi un moment avant de répondre. J'ai peur, mais je ne laisse pas cette peur me contrôler. C'est la plus grande chose que j'ai apprise. Non pas comment vaincre quelqu'un d'autre, mais comment ne pas être gouverné par la peur. Un an après avoir tenu ce jugement de divorce dans ma main, je suis monté sur la scène d'une autre conférence financière. Cette fois, je n'ai pas raconté mon histoire personnelle. J'ai parlé de gestion de risque, de liquidité et des dangers de l'effet de levier excessif. Mais, dans chaque phrase, je savais que je parlais à partir de ma propre expérience réelle. Quand la conférence fut finie, une jeune femme s'est approchée de moi. « Pourriez-vous me donner un conseil ?» a-t-elle demandé. « Ne laisse jamais personne te faire croire que ta valeur dépend d'eux, » ai-je répondu. Elle a souri tandis que je la voyais disparaître dans la foule. Soudainement, j'ai vu mon propre moi d'il y a 8 ans, dans ses yeux. Cette nuit-là, je me suis tenu sur le balcon de mon appartement regardant la ville illuminée. Le vent soufflait doucement dans mes cheveux. J'ai pensé au voyage que j'avais parcouru, d'épouse négligée à une personne qui s'est préparée silencieusement pas à pas, et à une personne assez calme pour savoir quand s'arrêter. Je ne regrette pas ce que j'ai aimé. Je ne regrette pas d'être parti. Et je ne regrette pas de ne pas l'avoir sauvé quand il a dû affronter les conséquences de ses propres actions.
La paix n'est pas quand il n'y a pas de vagues. La paix est quand les vagues sont passées et que nous sommes encore debout, fermes. Et aujourd'hui, je suis debout, ferme. Ceci est une histoire basée sur des fragments émotionnels de la vie. J'utilise les voix de l'expérience pour narrer et aider les autres à apprendre de bonnes leçons de vie à travers elles. Les personnages ne représentent pas des individus spécifiques. Les leçons qui peuvent être apprises de cette histoire sont les suivantes. Premièrement, ne misez jamais toute votre valeur et votre avenir sur une autre personne, peu importe à quel point elle est brillante. Deuxièmement, dans les affaires ou le mariage, la transparence et la gestion de risques sont plus importantes que la confiance aveugle. Troisièmement, confronté à une crise, regardez-vous vous-même et acceptez le changement au lieu de blâmer les autres. Quatrièmement, se protéger ne signifie pas se venger. Parfois, il s'agit juste de ne plus porter la responsabilité pour une autre personne. Cinquièmement, la véritable paix vient quand vous laissez de côté les rancœurs et allez de l'avant avec maturité. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Que nous restions tous vigilants face à l'ambition, forts face aux tempêtes et assez généreux pour surpasser nos propres cicatrices.